Alors, on s'est présenté donc rapidement, parce que je crois que j'ai entendu que quelqu'un se connectait, donc on va se représenter donc rapidement. Donc moi, je suis Julien Tessler, je suis le cofondateur et le co-gérant de la société Classilio. Je suis accompagné donc de Gwen qui se présentera également, qui est également le deuxième cofondateur de la société et le co-gérant également. Et en fait, on va aujourd'hui animer cette masterclass à quatre mains, hein, donc Gwen et moi. Alors, on est accompagné d'Aurélie qui sera là pour répondre aussi à toutes vos questions dans le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et d'ailleurs, ça nous permet d'utiliser une première modalité qui est souvent utilisée en présentiel et qui est beaucoup trop peu utilisée en classe virtuelle, qui est la co-animation, puisque la co-animation est un des éléments qui peut être très intéressant en classe virtuelle pour rendre justement une classe virtuelle efficace, parce que c'est vrai qu'on l'ouïe et l'audio est un élément très important de la classe virtuelle. Et le fait de pouvoir changer de rythme, de voix, d'intonation, c'est un des moyens aussi pour motiver les gens, pour les rester engagés dans une classe virtuelle. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui avec Gwen. Donc je vais laisser la parole à Gwen qui va vous présenter du coup Classilio. Merci Julien. Donc en fait, l'idée qu'on avait quand on a créé l'entreprise, c'était de mettre à disposition des solutions digital learning, e-learning, très intuitives. Parce que le marché proposait déjà pas mal de solutions qui étaient plus proposées par des ingénieurs sur l'aspect technologie. Et nous, c'était vraiment la conception par des pédagogues, par des ingénieurs pédagogiques. Et c'est ça qui fait vraiment la différence, on va dire, de Classilio par rapport à d'autres solutions. C'est des solutions vraiment conçues par des pédagogues et très intuitives. Donc ça, c'est sur notre offre de solutions. Et la deuxième caractéristique importante, ce qu'on s'est dit, c'est que c'est très bien de proposer des plateformes, des solutions, mais ce qu'il faut, c'est vraiment accompagner les gens. Donc, c'est vraiment notre caractéristique principale, c'est que pour nous, il faut vraiment un accompagnement fonctionnel, mais aussi pédagogique, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Il faut vraiment qu'il y ait les deux sont complètement imbriqués. Donc à chaque fois qu'on déploie une solution, que ce soit une solution synchrone comme la classe virtuelle là en l'occurrence, ou un LMS, on va toujours accompagner vraiment par atelier tous nos nouveaux clients. Et c'est aussi un accompagnement qui se fait sur la durée. Alors nos solutions, donc nous on est vraiment issus du monde du synchrone, donc de la classe virtuelle. Alors n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez par rapport à des terminologies que je vais employer, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir par le chat. Donc nous la base, le creuset, je dirais, de Classilio, c'est vraiment la solution synchrone. Et ce qu'on a voulu, toujours dans cette idée qu'on doit créer ça main dans la main avec des pédagogues, c'est qu'on a voulu vraiment une expérience complètement immersive. Donc que la classe virtuelle soit la plus interactive possible, qu'on oublie en fait, l'idéal en fait, c'est qu'on oublie vraiment la technologie et que le formateur comme l'apprenant soit complètement baigné dans cette interaction avec plein d'outils pédagogiques, mais qui ne doivent pas encombrer les échanges, qui doivent enrichir les échanges sans les encombrer. Donc, on est toujours sur cette ligne de crête en disant, voilà, si on ajoute une fonctionnalité, il faut qu'elle soit très simple, il faut qu'elle soit sur la même interface, il faut que ça reste épuré comme interface. Donc, ça a toujours été notre grande ligne de conduite, d'avoir une solution synchrone immersive. Et puis, petit à petit, on a évolué, parce que c'est nos clients d'ailleurs qui nous disaient, Bastien, ce serait sympa de pouvoir mettre des sondages aussi en amont de la classe virtuelle, de pouvoir télécharger des documents après la classe virtuelle, etc. Et donc, en fait, on a évolué vers un LMS. Donc, on a toujours la classe virtuelle qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et on propose un véritable LMS, donc une plateforme LMS complète, avec toujours cette caractéristique d'être complètement intuitive et d'être très simple et d'être vraiment la plus engageante possible. Et d'ailleurs, on va proposer, donc c'est Lara LMS, on va proposer une masterclass, c'est dans une dizaine de jours, il me semble, Le 10 sur cette décembre. plateforme. Voilà, le 10 décembre, pour justement la thématique, c'est comment augmenter le nombre d'apprenants grâce à votre catalogue de formation. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à cette masterclass qu'on va donc co-animer avec toujours e-learning touch Stream and Learn. Donc, tu peux passer à la deuxième slide. Alors, l'ADN de Classilio, donc la démarche de Classilio, c'est vraiment un accompagnement personnalisé à chaque étape. Donc en fait, on fait déjà, ce qui est le plus important, c'est un audit des besoins. C'est-à-dire qu'il faut toujours revenir aux besoins, aux attentes des apprenants. Donc là, on fait un audit des besoins avec justement un expert de la pédagogie. Et ensuite, on va
piloter le déploiement d'une solution adaptée à vos besoins sur toute la durée. Donc de A à Z, on va piloter ce déploiement. Et dans cet accompagnement, on va aussi former les administrateurs à la fois donc sur l'aspect fonctionnel et aussi pédagogique, comme je le disais. Et le coaching pédagogique se fait sur la durée. Donc, on fait des points réguliers pour voir si l'offre de formation, cette offre que vous proposez, est toujours adaptée à vos apprenants. On va ensuite proposer un apprentissage renforcé grâce à la Classilio Academy. Donc, on a créé une académie où là, ce sont des parcours asynchrones. Donc, vous pouvez y revenir quand vous voulez. Vous pouvez vous former selon vos propres besoins en toute autonomie. Et donc, ça permet justement d'ancrer le savoir, de revenir sur ces parcours que l'on propose via la Classilio Academy. Et pour finir, donc nos objectifs, premier objectif, c'est vraiment l'expérience utilisateur. Il faut vraiment créer des conditions d'apprentissage optimales. Donc, on a une expérience utilisateur sur nos outils qu'on juge vraiment très, très bonne pour que ce soit des outils pédagogiques à la fois très, très fonctionnels et très modernes. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de faciliter la digitalisation des offres en n'oubliant jamais l'aspect humain et l'aspect pédagogie. Donc là, en ce moment, il y a la déferlante des AI, donc c'est très bien, ça permet d'automatiser plein de choses, mais pour nous, il faut toujours garder en ligne de mire les fondamentaux qui sont l'humain et la pédagogie, avec justement l'humain qui est le chef d'orchestre absolu sur toute l'offre de formation qu'il va bâtir. Et enfin, le dernier objectif, c'est de concevoir des parcours de formation performants pour optimiser en fait son retour sur investissement, parce qu'on est quand même là pour faire des formations efficaces, et donc on a toujours en ligne de mire le retour sur investissement pour que vos formations soient les plus adaptées possibles. Voilà rapidement présenter la démarche de Classilio. Et donc, du coup, on va passer à une petite séquence pour mieux se connaître, hein, pour ceux qui sont présents avec nous. Donc, on va lancer quelques petites questions, quelques petits sondages pour savoir justement votre positionnement par rapport à l'utilisation de la classe virtuelle. Donc, ce que je te propose, du coup, Emeline, c'est si tu peux lancer, du coup, le premier sondage. Allez, c'est envoyé. Donc là, vous avez un petit message qui apparaît dans Google Meet, et donc je vous propose de répondre. Alors nous, on est sollicité aussi, hein, donc on va répondre avec vous. Donc on fera partie des votes, mais Hop, je crois qu'on est plutôt bon. Il y a eu 6 votes. d'accord. C'est à peu près ça. Est-ce que tu peux nous montrer du coup les résultats? Parfait. Alors, Ouais, on les voit. vous les voyez? Ouais, on les voit. Donc effectivement, on voit effectivement que la plupart d'entre vous a déjà utilisé une classe virtuelle, donc c'est bien. Comme ça, on fait appel à des connaisseurs, des gens qui ont déjà expérimenté, qui ont déjà une expérience sur la partie classe virtuelle. Donc parfait, merci beaucoup. On va vous lancer la deuxième question du coup. Hop, c'est parti. Donc là, on va vous demander comment vous mettez en application justement les classes virtuelles. Donc comme la plupart vous les utilisez, de quelle manière vous utilisez vos classes virtuelles. Alors sachant que, alors tu me confirmes, Emeline, plusieurs questions peuvent être possibles dans ce cas-là, ou c'est qu'une seule à chaque fois? Non, a priori qu'une seule. Il me semble que c'est qu'une seule sur celle-là. Vous Ouais, ne pouvez pas parce que mettre normalement vous plusieurs. pouvez en répondre plusieurs, hein, donc n'hésitez pas, même dans le chat, à apporter des éléments supplémentaires. Dans ces cas-là, choisissez vraiment on va dire celle que vous utilisez le plus, la manière dont vous utilisez le plus la classe virtuelle. Donc on voit qu'il y a pour des apports théoriques, pour des cas pratiques, exercices, pour de l'accompagnement. Ah bah, c'est bien pour de l'accompagnement, un peu plus même, donc c'est parfait, ça va rejoindre un des points qu'on va voir ensemble. Parfait. Et ben pour de l'accompagnement. Donc principalement pour l'accompagnement, donc c'est très bien. On va voir effectivement que on fait appel à des gens aujourd'hui qui l'utilisent aussi pour faire du tutorat de l'accompagnement, ce qui est une très très bonne chose. Donc on pourra en discuter tout à l'heure. On va lancer la troisième question. Donc là, la question, c'est de savoir est-ce que vous l'utilisez de manière totalement indépendante, toute seule, pour faire des actions de formation qui sont principalement en classe virtuelle, ou est-ce que vous l'utilisez au sein de votre LMS ou les deux? C'est-à-dire des moments qui sont totalement que synchrones sur de la formation qui est uniquement synchrone, ou dans le cadre de parcours de formation blended learning ou multimodal, dans lequel vous mettez d'autres choses que de la classe virtuelle, comme des modules e-learning, des vidéos, de la documentation à lire, etc. Donc les deux principalement.
ou de manière indépendante. C'est un peu moitié-moitié, du coup, en termes de retour, un peu plus les deux. D'accord, très bien. Donc, dans un aspect formation multimodale. Parfait. On va lancer la 4e question. Donc, est-ce que justement, vous intégrez vos classes virtuelles dans des parcours multimodaux? Est-ce que c'est ce que vous faites ou justement, est-ce que vous ne les intégrez pas et qu'une fois de plus, vous les faites plutôt de manière autonome? C'est assez équivalent. On utilise un peu des deux manières différentes. Donc, on verra justement l'intérêt des classes virtuelles dans un parcours de formation multimodal et de quelle manière l'utiliser pour que ça soit le plus efficace possible. Et on va finir par une dernière question, où là, on vous pose une petite question pour savoir pour vous, quelle est la durée idéale d'une classe virtuelle. Donc là, on passe de 30 minutes à la journée complète. Là, c'est un peu équivalent. Moi, je crois que je me demande si tout le monde n'a pas répondu. Plutôt 1 heure qui ressort, assez équivalent entre 1 heure et 2 heures. Donc, on verra tout à l'heure ce qu'on vous recommande et savoir si vous êtes dans les bonnes pratiques. Parfait, je pense qu'on a terminé. Merci beaucoup. Merci pour ce retour. Donc, maintenant qu'on se connaît un petit peu plus, on va pouvoir avancer dans la présentation et donc on va justement aborder cette notion de temporalité. Donc on vient de finir ces sondages sur la notion de temps que vous accordez à vos classes virtuelles. Donc on a vu que vous étiez entre 1 heure et 2 heures. Donc on va voir si vous l'utilisez de la bonne manière. Mais d'abord, on va avoir un peu la position de la classe virtuelle, à quel moment on peut mettre une classe virtuelle dans un parcours de formation. On va voir qu'on peut l'utiliser de plein de manières différentes et à plein de moments différents. Et chaque moment va être très utile et on va pouvoir exploiter la classe virtuelle pour différentes modalités. Donc, bien sûr, on va pouvoir l'utiliser au début d'un parcours. Dans le cadre du début d'un parcours, on va plus être sur de la fédération et de l'adhésion au groupe. C'est vrai qu'une des grosses différences qu'on a entre le présentiel et la classe virtuelle, c'est qu'en présentiel, déjà, on partage le même espace. Donc, du fait qu'on partage ce même espace-là, on va avoir cette notion de groupe qui va se faire de manière beaucoup plus naturelle. Le fait qu'on soit à distance, et qu'on ait bien sûr beaucoup de non-verbal qui n'est pas disponible en classe virtuelle, puisque quand on est en présentiel, il y a les mouvements, il y a le corps qui est là, qui bouge, on partage le même air. Donc, il y a beaucoup de choses qui font qu'il va y avoir une adhésion des gens et que ces groupes vont se créer naturellement. En classe virtuelle, c'est moins évident. Donc, pour pouvoir justement permettre à des parcours de formation distanciels de fédérer les gens, de faire en sorte qu'ils soient ensemble, qu'ils travaillent dans une même direction, et de faire une classe virtuelle avant le démarrage d'une formation va permettre justement à ces gens de se connaître, d'apprendre à se connaître, à discuter ensemble et de faire adhérer les gens ensemble et d'avoir cette cohésion de groupe qu'on recherche souvent quand on fait participer des groupes à une formation, surtout quand elle est 100% distancielle. Ensuite, on va également pouvoir l'utiliser pendant un parcours de formation. Et là, on va justement l'utiliser de plusieurs manières différentes. Donc, la principale, ça va être le tutorat et l'accompagnement, dont la classe virtuelle est la modalité principale pour faire du tutorat et de l'accompagnement à distance. Mais on va également pouvoir l'utiliser pour d'autres choses, comme par exemple de l'évaluation formative, donc pour vérifier l'acquis des connaissances, par exemple, ou aider à la remédiation, à la reformulation ou réorienter les gens. Si les gens, par exemple, pendant leur parcours, ont des difficultés, n'ont pas compris certaines notions dans la montée en compétences, on va pouvoir les aider en faisant des points réguliers en classe virtuelle pour leur permettre de se réorienter, de répondre à leurs questionnements, à leurs inquiétudes. On va également pouvoir utiliser la classe virtuelle en fin de parcours. Donc là, dans d'autres types de modalités, donc on va plutôt être sur de l'évaluation sommative, donc pour s'assurer que les gens ont bien acquis la compétence qu'on leur a demandé d'acquérir, par exemple, faire de la restitution de travail qu'ils auraient fait en groupe pendant le parcours de formation. Donc ça peut être très intéressant de le faire en classe virtuelle, ou de présenter les résultats de travaux qu'ils auraient réalisés durant la formation. Donc voilà un peu les 3 étapes dans lesquelles on peut utiliser la classe virtuelle, mais j'ai volontairement oublié un moment dans lequel on pourrait utiliser la classe virtuelle. Donc est-ce que vous verriez ou est-ce que
de votre expérience, il y aurait quelque chose que j'aurais oublié ou un moment qui pourrait être intéressant d'utiliser la classe virtuelle. Alors là, je vous laisse répondre dans le chat. Donc, je laisse peut-être Gwen ou Aurélie me remonter parce que là, moi, comme j'ai la slide de présentation sous les yeux, je ne vois pas les retours dans le chat. Donc, est-ce que vous auriez une idée d'un moment que je n'aurais pas abordé qui serait pertinent pour utiliser la classe virtuelle? Je vous laisse réfléchir et je vous laisse répondre. Donc, n'hésitez pas à mettre vos idées dans le chat. Et donc, Gwen et Aurélie, je vous laisse me remonter ce que vous voyez dans le chat. Donc, on a vu le début, au début d'une formation, pendant la formation, à la fin de la formation. Est-ce que vous voyez d'autres moments dans lesquels on pourrait l'utiliser? Vous êtes timide? Comme Gwen, on n'est pas très nombreux, n'hésitez pas non plus à activer votre micro, hein, parce qu'on est vraiment pas très nombreux. Donc, ouais. donc, vous pouvez intervenir aussi pour que ce soit plus Par la voix, c'est autre spontané, chose. plus spontané, plus rapide par le micro, si vous voulez. Donc, au début, pendant, à la fin, est-ce qu'il y aurait un autre moment, selon vous, où ça devient pertinent d'utiliser la classe virtuelle? Alors du coup, peut-être que vous ne le savez pas, donc ce qui correspondrait en fait au retour d'expérience que l'on a, hein. Beaucoup de gens, en fait, souvent l'oublient. Donc, je vous laisse encore une petite seconde. On a Sarah qui nous répond après. Je crois que Jean-Paul voulait prendre la parole. Oui, je pensais aussi avant, enfin sur certaines formations, pour valider le niveau nécessaire pour participer à certaines formations. Donc, Oui. organiser une session groupée. Vraiment en amont, En amont. même pour choisir ces formations. Ouais. Oui, tout à fait. Et puis après, comme ça a été marqué, donc peut-être pour avoir les avis à chaud au niveau de la qualité de formation, ce qu'en général on remplit par écrit, mais c'est bien aussi d'avoir l'avis visuel et puis par la voix aussi, c'est pas mal. Bah, bravo. Bravo à tous les deux, donc autant par le chat que ce qu'a indiqué Jean-Paul. Donc effectivement, alors donc il y a l'amont qui peut être effectivement intéressant pour orienter des gens ou les aider à choisir même leur orientation, peut-être la formation qui est adaptée à leurs besoins. Mais l'un des points souvent qui est très souvent oublié, alors que pourtant c'est très intéressant, c'est l'après-formation. En fait, ça permet, si vous voulez, on est formé. Donc, il y a cette unité de temps de formation. Puis après, voilà, on passe à autre chose, ou on fait d'autres formations, ou on rentre dans son métier de tous les jours. Et en fait, comme le disait Jean-Paul, parfois on demande son avis, on demande l'avis aux gens après par écrit. Mais en fait, ce qui est très intéressant avec la classe virtuelle, c'est qu'on va pouvoir utiliser de manière très simple et très rapide le fait de pouvoir récolter les avis, d'avoir des retours d'expérience, d'éviter un peu cet effet tunnel qu'on a où on se voit pendant la formation, alors en présentiel ou en classe virtuelle, puis après on ne se voit plus pendant très longtemps et on ne se revoit que très longtemps après. Et bien là, on peut positionner assez rapidement, donc à J plus 15 jours, à J plus 1 mois, J plus 6 mois, J même plus 1 an, pour vérifier la mise en pratique des compétences acquises. Ça peut être très intéressant. Et puis, ça permet aussi de s'assurer que ce qu'ils ont appris pendant leur formation, ils l'appliquent bien dans leur métier de tous les jours. Donc, cette nouvelle compétence qu'ils ont acquise, est-ce qu'ils l'exploitent bien? Et ça permet aussi souvent d'aider, de rassurer, de remotiver les gens. Si justement, ils ont essayé d'appliquer ce qu'ils ont appris, ils n'ont pas réussi, ils n'ont personne à qui en parler, même leur père, les autres personnes qui ont suivi la formation avec eux, ça permet de confronter les avis, de confronter les difficultés et d'avancer. Donc ça, c'est très intéressant et on vous recommande vraiment de l'utiliser de cette manière-là. Ça peut être effectivement très utile. Et justement, la classe virtuelle permet d'intégrer des moments très efficaces, très facilement dans le planning des gens et de s'adapter du coup à leur rythme de travail. Alors, on parle de positionnement, maintenant on va parler de la durée et du temps, donc durée et positionnement de la classe virtuelle. Donc là, on va revenir à la question qu'on a vue tout à l'heure dans le sondage pour apprendre à vous connaître. Donc la journée, pour nous, c'est très compliqué. Faire de la classe virtuelle sur une journée, on ne le recommande vraiment pas. Alors, malheureusement, on en voit encore beaucoup trop aujourd'hui. Il y a beaucoup trop de gens, et ça, c'est aussi issu de la pandémie, qui ont voulu appliquer ce qu'ils faisaient en présentiel en classe virtuelle. Et ça, c'est vrai que c'est très, très compliqué. Pour des clients qui n'ont vraiment pas le choix, qui ont besoin de le faire, ce qu'on leur recommande à minima, c'est de faire à ce moment-là 2 heures le matin, la pause déjeuner, 2 heures l'après-midi, de bien scénariser leur classe virtuelle, parce que sinon, ça va être compliqué pour les gens. C'est beaucoup plus fatigant pour les gens de faire de la classe virtuelle que même du présentiel, autant pour le formateur d'ailleurs que pour l'apprenant, parce que c'est très prenant. On est très concentré quand on fait de la classe virtuelle, donc du coup, ça fatigue beaucoup plus. Donc, c'est vrai qu'on ne le recommande pas. Sur la demi-journée, pareil, on est très mitigé. Donc, ce que j'appelle la demi-journée, on va être plus sur l'ordre de 3 heures, 3 heures et demie de classe virtuelle, à moins de faire vraiment
au moins 2 ou 3 pauses pour vraiment laisser respirer les gens. Mais sinon, c'est assez compliqué également de faire 3 heures, 3 heures et demie de classe virtuelle. C'est très fatigant autant pour le formateur que pour l'apprenant. Donc pour nous, vraiment l'idéal, et donc vous avez bien répondu, donc bravo à ceux qui ont répondu, que vous avez répondu dans le sondage. Donc c'est vraiment, on recommande vraiment entre 1 heure et 2 heures. C'est vraiment pour nous le moment idéal. Avant 1 heure, en fait, c'est trop court parce que le temps que les gens arrivent, se présentent, discutent, les petits problèmes techniques qu'on pourrait avoir à l'entrée dans la classe virtuelle, on a déjà mangé un quart d'heure, donc il reste plus que 45 minutes, c'est vraiment trop court. Le temps qu'on se mette dedans, on est déjà à la fin de la classe virtuelle parce que ça passe vite. Donc vraiment, 1 heure, 2 heures pour nous est vraiment le bon moment. Alors il faut savoir que beaucoup d'études ont été faites sur la concentration du cerveau humain, et ça change beaucoup d'une personne à l'autre. Et ça dépend en plus de très nombreux facteurs, de la fatigue, du niveau de stress, de ce qu'on est en train de faire actuellement, de la motivation. Et en général, toutes les études s'accordent pour dire que la durée moyenne de concentration d'un humain sur une tâche intense, en gros, elle est entre 30 minutes et 1 heure. Suite à cette phase, il y a vraiment une perte d'efficacité qui va durer, toujours pareil, entre les gens, ça diffère, mais on va dire entre 5 minutes et un quart d'heure pour repartir sur une phase de concentration. Et on verra justement après, Gwen vous présentera des manières de faire en sorte que vos classes virtuelles soient les plus efficaces possibles pour justement garder cette attention. Donc vraiment, chez Classilio, on milite depuis nos débuts à faire vraiment des temps courts, des classes virtuelles courtes qui soient efficaces, ce qui est une grosse différence par rapport au présentiel, où l'unité de temps dans le présentiel, c'est souvent la journée de formation en présentiel. Et souvent, les gens l'ont calqué sur la classe virtuelle et on ne le recommande pas du tout. Il faut vraiment rester sur la classe virtuelle courte. Et d'ailleurs, de séquencer des classes virtuelles courtes, c'est beaucoup plus intéressant que de faire une grosse classe virtuelle, parce qu'on va utiliser le modèle de répétition. Et on sait que la répétition est très importante pour le cerveau humain. C'est un des moyens d'ancrer le savoir. Donc, on recommande de faire plutôt plein de petites classes virtuelles courtes plutôt que de faire des grosses classes virtuelles très longues qui auront beaucoup moins d'efficacité. Et en gros, si on devait parler on va dire de règles ou de conseils, on vous conseille maximum 2 à 3 classes virtuelles dans une semaine pour un groupe donné en formation et 1 par semaine, par exemple, pour faire de l'accompagnement ou du tutorat. Alors justement, je parle de tutorat. Donc, il faut savoir aujourd'hui que lorsqu'on interroge les apprenants sur les facteurs de motivation pour terminer un parcours de formation multimodal ou blended learning, comme on l'appelle, où on va mixer différentes modalités pédagogiques, la présence du tuteur est remontée toujours en numéro 1. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est souvent un parent pauvre, le tutorat encore en classe virtuelle, alors que c'est un mariage magnifique qui marche très très bien. Et il faut savoir aujourd'hui, d'ailleurs, pareil, je vous parlais tout à l'heure de l'enquête ISTF. L'ISTF fait part aussi de ce retour d'expérience-là des différents personnes qui ont répondu à leurs enquêtes, qui montrent que la classe virtuelle aujourd'hui, c'est la modalité la plus plébiscitée pour faire du tutorat. De toutes les modalités, c'est celle qui a la plus plébiscité, même devant le présentiel. Et donc, c'était logique qu'on fasse un focus sur le tutorat, qui est vraiment très important pour nous, qui va permettre de faire réussir les gens dans leur parcours de formation. Donc, l'objectif du tutorat, c'est quoi ? C'est de pouvoir soutenir l'effort des apprenants dans leur apprentissage dans le cadre d'une formation. Et donc là, je vous ai affiché les 4 raisons d'être du tutorat, donc qui sont rompre l'isolement de la personne qui va suivre sa formation, lutter contre l'abandon, parce qu'on va voir là juste après qu'il y a beaucoup d'abandon encore aujourd'hui dans les parcours de formation. Mais l'un des points principaux, c'est surtout de faire réussir les apprenants. C'est surtout ça l'objectif du tutorat, c'est que l'apprenant réussisse son parcours de formation et de le rendre le plus autonome possible. Alors, quelques chiffres très intéressants. Aujourd'hui, encore sur certains parcours de formation, on a parfois plus de 80% d'abandon lorsqu'on n'intègre pas de tutorat. Donc, dans certaines formations qui vont être assez transmissives, peu interactives ou sur lesquelles les ressources pédagogiques vont pas être très engageantes, on peut avoir des taux d'abandon très élevés. Et alors, vous connaissez sûrement, parce que c'est moins à la mode aujourd'hui, mais ça l'a été pendant un certain nombre d'années, si on parle des MOOC. Les MOOC, par exemple, aujourd'hui, en moyenne, c'est plus de 90% d'abandon dans un parcours MOOC. Parce que justement, il n'y a pas de remédiation, il n'y a pas de reformulation, il n'y a pas de tutorat, il n'y a pas d'accompagnement. Donc, il y a énormément de pertes sur ce type de formation. Et on s'appuie aussi sur
des experts avec qui on travaille depuis de très nombreuses années, qui sont vraiment des experts du tutorat, qui nous remontent en moyenne que lorsqu'on intègre du tutorat dans un parcours de formation, on peut avoir plus de 50% d'efficacité sur votre parcours. Donc c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas lésiner et hésiter à l'utiliser parce que ça a beaucoup d'efficacité. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va regarder les usages de la classe virtuelle pour un formateur tuteur, puisque très souvent, hein, le formateur dans une formation, c'est celui aussi qui va jouer ce rôle d'accompagnateur, de tuteur. Hein. Parfois, il y a des tuteurs qui sont des tuteurs professionnels qui sont intégrés dans des parcours. Donc là, on est vraiment dans le luxe de la formation. Et si on l'a, c'est parfait. Mais très souvent, c'est le tuteur qui va jouer le rôle le formateur qui va jouer le rôle de tuteur. Donc, ce formateur-tuteur, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire et auprès de qui il va pouvoir s'adresser lorsqu'il va accompagner les gens et les former? Donc, il va pouvoir s'adresser à des groupes qui sont plutôt assez gros. Hein. Donc là, on va être beaucoup plus sur de l'intervention de grands groupes ou de promotion d'apprenants. Hein. Donc là, on parle au moins de 15 personnes et plus. Et là, on va être beaucoup plus sur de la communication transmissive. Hein. Donc là, ça va être assez difficile d'aménager des interactions fortes. Il va pouvoir intervenir auprès de groupes plus restreints. Donc là, on va parler de groupes entre 2 et 15 personnes, où là, on va travailler sur des sous-groupes avec des activités beaucoup plus collaboratives, sur des binômes, des trinômes, des groupes de 4-5 personnes par atelier, par exemple. Et il va pouvoir également intervenir de manière individuelle. Donc là, on va pouvoir vraiment personnaliser son intervention, son accompagnement, et ça va être beaucoup plus interactif, beaucoup plus attentionné auprès de la personne. Donc maintenant qu'on a vu les 3 grands groupe de personnes à qui le formateur va pouvoir s'adresser, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire au sein de chacun de ces groupes? Donc, sur la partie grand groupe, on va être, donc, comme je le disais avant, sur quelque chose de beaucoup plus transmissif. Donc, on va être sur plutôt de l'exposé, de la démonstration. Alors, comme par exemple, je suis en train de le faire aujourd'hui, donc avec du partage d'écran, par exemple. Hein, en plus grand groupe, on va pouvoir partager son écran pour former les gens sur un logiciel, par exemple, sur un outil ou sur une modalité. On va pouvoir quand même distribuer la parole avec des sondages, par exemple, ou des gens qui vont intervenir en direct, mais ça va être beaucoup plus de la mutualisation. Hein. Sur des groupes plus restreints, là, on va pouvoir aller plus loin en termes d'accompagnement et de formation. On va pouvoir faire de la remédiation, par exemple, ou de la reformulation, c'est-à-dire, par exemple, apporter des précisions sur des modalités ou des ressources qu'ils auraient vues avant la classe virtuelle. Donc, imaginons, on lance un parcours, les gens ont un module e-learning auquel ils doivent suivre, ou une ressource auto-formative, et ben, on va pouvoir les solliciter après ce module en classe virtuelle, même les challenger, pourquoi pas, pour savoir s'ils ont bien suivi, si tout s'est bien passé, s'ils n'ont pas de questions, et donc pouvoir échanger sur les contenus qu'ils auraient vus. Hein. Et ça va également permettre d'aider les sous-groupes à s'organiser, donc à faire de la collaboration, à organiser la collaboration à distance. Et justement, la classe virtuelle, c'est un outil parfait pour faire ça. Et on va également pouvoir réaliser des points d'étape, des points de suivi. Et là, on est beaucoup plus sur de la coordination. Sur la partie individuelle, là, on va être sur quelque chose de vraiment beaucoup plus attentionné hein, sur l'individuel. Donc là, on va pouvoir faire par exemple de l'évaluation. Peut-être que vous en faites déjà avec de la classe virtuelle ou de la soutenance, par exemple. Et comme la classe virtuelle, dans la classe virtuelle, la notion de présence est beaucoup plus élevée que dans n'importe quelle autre modalité pédagogique distancielle, hein, on va pouvoir jouer beaucoup plus facilement sur 2 types de soutien. Le premier soutien qu'on appelle le soutien motivationnel, donc c'est le fait qu'un apprenant va avoir une baisse de motivation dans sa formation. Donc ça arrive tous les jours. Hein. Vous devez peut-être y être confronté également vous aussi. Hein, quand vous formez des gens et quand des apprenants suivent des parcours de formation, il y a un moment ou un autre, un moment où les gens vont être démotivés. Alors ça peut être de plusieurs manières hein, et se présenter de plusieurs manières. Et ben le formateur va permettre, avec la classe virtuelle, de faire ce soutien-là pour remotiver la personne, échanger avec lui donner des astuces, parce que souvent c'est lié à ses objectifs personnels de formation auxquels ce n'est pas répondu. Donc, on va pouvoir l'aider à atteindre ces objectifs-là dans le cadre de classes virtuelles. Et puis, il y a un autre soutien, le soutien socio-affectif. Donc là, on est tous humains, hein, donc on a tous parfois des problèmes dans notre vie. Hein, ça peut être des problèmes professionnels, il y a des événements professionnels qui peuvent se passer, ou même des événements familiaux ou personnels qui vont faire que on va avoir une perte d'adhésion à la formation. Hein. Et donc là, la classe virtuelle va permettre une meilleure écoute, une plus grande empathie, de pouvoir autoriser les apprenants
plus facilement à se confier avec son formateur et de permettre du coup au formateur de l'aider à dépasser ces obstacles et à aller plus loin et aider l'apprenant à avancer dans sa formation. Et tout ça, ça va dans le sens de la personnalisation. Hein. On va aider l'apprenant à personnaliser son accompagnement et donc à prendre en compte, si vous voulez, les caractéristiques personnelles de l'apprenant et du coup de faire matcher les objectifs de la formation et les objectifs de l'apprenant. Hein. Et donc tout ça peut être assemblé dans 2 grandes catégories. Hein, donc, je vous ai encadré donc les différentes catégories qui sont plutôt de l'ordre de la formation, de l'enseignement, et toute la partie qui concerne plus plutôt l'accompagnement et le tutorat. Hein. Et donc justement, pour rendre tous ces usages les plus performants possibles, on va vous donner plein de conseils et d'astuces et de recommandations. Et donc, je vais laisser la parole à Gwen qui va vous présenter toutes ces astuces et ces recommandations. Merci Julien. Alors, pour rendre un petit peu cette classe virtuelle interactive, parce que là, je vois qu'on n'est pas nombreux et puis on parle beaucoup et on aimerait bien aussi vous entendre un peu. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à activer vos micros. Sur cette slide, je vais aborder une notion que vous connaissez peut-être, et justement, c'est intéressant de savoir si vous en avez entendu parler, si c'est plus ou moins vague cette notion, c'est la notion de classe inversée. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, Sarah dit oui. Donc, n'hésitez pas, Sarah, à activer votre micro et nous dire ce que vous savez de cette notion. Jean-Pierre, ou c'est Jean-Pierre ou Jean-Paul, pardon, je ne sais plus. Dis non. Donc, et Viviane a levé la main. Donc, n'hésitez pas à activer vos micros, hein, les uns les autres, les unes les autres, pour intervenir. Oui, il y a un micro qui s'est activé, j'entends. J'entends un souffle. Oui, c'est Viviane. Oui, bonjour Viviane. Bonjour. Alors, la classe inversée, l'idée, c'est… Enfin, voilà, peut-être que je la traduirai aujourd'hui. Non, mais faut se lancer. C'est d'inviter en fait les apprenants à d'abord faire un travail de recherche personnelle sur le sujet pour finalement, donc avec le formateur, on est plus sur du coup des échanges, enfin travailler sur non pas du coup l'apport de connaissances qui elle s'est faite un petit peu de façon autonome à partir de supports ou de recherche sur internet, enfin voilà, mais du coup le travail du formateur c'est plus effectivement de travailler sur l'assimilation voilà, et par rapport à l'objectif pédagogique qui est visé quand même, quoi. Super, vous pouvez continuer la présentation, Viviane, c'est parfait. Non, mais c'est tout à fait ça. S'il y a vraiment un des concepts à retenir de cette masterclass, c'est vraiment ça. C'est ce que vient d'expliquer Viviane. C'est qu'en fait, en gros, pour simplifier aussi cette notion, c'est que tout ce que vous pouvez faire en dehors de la classe virtuelle en termes d'apprentissage transmissif, donc vraiment apprendre des connaissances, etc., faites-le en dehors de la classe virtuelle, puisque maintenant, grâce notamment à des LMS, et grâce à des modules asynchrones, module asynchrone, c'est que les gens peuvent se connecter à leur parcours et les faire quand ils veulent. Ils sont en toute autonomie pour regarder des PowerPoint, pour faire des modules, par exemple SCORM, avec des animations, etc. Répondre à des sondages, répondre à des questionnaires. Tout ça, ça va permettre en fait à vos apprenants de créer en fait une base de connaissances communes. Donc, on va dire par exemple sur un cours, un apport théorique, vous pouvez le faire en transmissif et vous pouvez le faire en asynchrone. Et les gens vont monter en compétences. Et si vous partez de cette notion-là, de ce concept-là dans vos parcours, ça va être vraiment le combo magique parce qu'en fait, le temps que vous allez passer, que vous allez consacrer au synchrone, donc à la classe virtuelle, au temps réel, ça va être vraiment un temps où vous allez débloquer des situations. Vous allez aider de manière individuelle telle personne et souvent, ça va aider les autres personnes qui ne se seront pas posées les questions, qui vont dire « Ah oui, ça, c'est une question intéressante ». Et donc, par petits groupes, vous allez pouvoir comme ça être un véritable accompagnateur, un véritable tuteur, plutôt que le formateur qui dispense son savoir de manière magistrale. Et ça, c'est redoutablement efficace. Donc vraiment, quand vous construisez, quand vous bâtissez votre parcours, dites-vous tout le temps, qu'est-ce que je peux faire en dehors de la classe virtuelle? En quoi ils vont pouvoir s'impliquer, imprégner des connaissances? Et ensuite, le temps de la classe virtuelle, c'est du temps d'échange. C'est du temps vraiment de, comme l'expliquait Julien avant, de tutorat, où on va vraiment… Et là, le formateur, souvent, ça va devenir un peu aussi…
un fédérateur. Il va pouvoir évidemment remotiver telle personne parce que la personne a été bloquée, ne savait plus où elle en était, etc. Mais ça va aussi remotiver tout le groupe. Donc ça va fédérer, ça va remotiver tout le monde. Donc c'est vraiment ce concept-là, je dirais, qui paraît assez aller de soi, mais qu'il faut vraiment mettre en application pour que vous bâtissiez des parcours qu'on appelle multimodaux, synchrones, asynchrones, très très efficaces. Et donc, c'est pour ça que la classe virtuelle, ça devient un lieu vraiment de rencontre, d'échange immersif. Donc après, je vais rentrer un peu plus dans le détail des activités, mais c'est vraiment le concept global qu'il faut avoir sur le parcours de formation que vous allez construire. Tu peux passer du coup à la... Merci, Julien. Donc, l'autre notion importante, là aussi, ça peut paraître de bon sens, mais c'est important de le dire, d'autant plus qu'on a vécu la pandémie et d'autant plus qu'on a vécu des visios qui étaient mal préparés et qui étaient inefficaces. Ce qu'il faut toujours vous dire, c'est que la classe virtuelle, c'est avant tout de la formation. Donc, il faut la préparer. Ça s'improvise pas, c'est pas j'arrive là et puis ah bah tiens, je vais essayer de faire 2-3 sondages en direct, etc. Plus vous aurez préparé en amont, plus ce sera structuré en amont, plus après vous permettrez justement d'improviser, de vous adapter selon les désirs et les besoins de chaque apprenant. Donc la préparation en fait est absolument essentielle. Il faut vous dire en fait que la classe virtuelle c'est un peu un mix du digital learning où on crée des objectifs pédagogiques très très précis et puis de l'aspect humain. Donc, on est entre les deux, on est entre une préparation en amont très, très rigoureuse, et puis après, ça va vous permettre d'improviser encore une fois, de bifurquer pendant le temps réel, et de prévoir, par exemple, des exercices annexes. Si vous voyez que, par exemple, les gens, ils ont déjà une base commune très élevée, bah, vous allez vous adapter en allant plus loin, en creusant tel et tel concept pédagogique, telle et telle notion. Donc évidemment, il y a la préparation. Donc là, je vais passer assez rapidement, je dirais très pratico-pratique. Envoyer les invitations le plus tôt possible, envoyer des rappels d'invitation. Donnez bien des conseils aussi. On pourra vous donner, on a un livre blanc qui est très bien fait sur la classe virtuelle. Les gens doivent s'isoler, doivent bien préparer leur matériel pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Et ensuite, il va y avoir tout ce qui va être l'accompagnement ensuite pédagogique. Donc, on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est justement que pour que l'accompagnement pédagogique soit le plus efficace dans la classe virtuelle, il faut que vous prépariez aussi l'accompagnement avant la classe virtuelle, comme un film, en fait, comme un petit film, comme un vrai storyboard. Et bon, ça, je l'ai déjà dit, donc avec une parfaite synergie entre le synchrone et l'asynchrone. Le synchrone, ça va être vraiment du temps aussi où vous allez accompagner la personne. Donc, ce que vous allez pouvoir faire sur l'accompagnement pédagogique, c'est que vous allez pouvoir collecter aussi, ça c'est Jean-Paul qui en parlait tout à l'heure, vous allez pouvoir collecter plein d'informations aussi sur vos apprenants en amont. Donc ça, n'oubliez pas leur profil, leur niveau de connaissance, leurs expériences professionnelles, leurs attentes. Et ça va vous donner aussi plein d'indices pour ensuite, une fois que vous êtes dans la classe virtuelle avec eux, faire quelque chose de beaucoup plus individuel et de beaucoup plus précis. D'accord? Et donc, comme ça, vous allez pouvoir les faire monter en compétences de manière plus efficace. Si tu veux bien passer à la slide suivante. Voilà. Donc, la bonne préparation pour retenir, c'est un bon équilibre entre rigueur et souplesse. C'est-à-dire que du coup, vous allez avoir tout ce qui est apport théorique de manière très précise. Et ensuite, vous allez pouvoir apporter votre souplesse du point de vue, justement, du formateur, du point de vue humain. Le premier outil qui est indispensable, c'est le conducteur pédagogique. Donc là, on va vous donner un petit exemple sur la slide suivante de conducteur pédagogique. Voilà, donc en fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que c'est comme dans un bon film, vous allez avoir différentes séquences et il faut varier les séquences. Il faut, vous dites, je vais par exemple préparer un petit quiz pour briser la glace au début, ensuite je vais faire travailler sur un tableau blanc, ensuite je vais faire travailler sur des ateliers. Donc, essayez en fait de succéder les séquences de manière assez rapide, un peu comme ce que disait Julien sur la co-animation. C'est important à chaque fois de briser les rythmes, de repasser à quelque chose de différent, et ça va vous permettre comme ça d'avoir quelque chose de très dynamique et de solliciter de manière différente les apprenants, parce que il faut savoir que chaque apprenant a des manières différentes d'apprendre. Il y en a qui sont plus sur l'oral, d'autres plus visuels, d'autres plus sur l'écrit. Donc, il faut les solliciter sur une même notion pédagogique de manière différente et vos exercices vont vous permettre justement de le faire. Petite question, est-ce que justement vous avez déjà
conçu des conducteurs pédagogiques ou pas du tout par le passé? N'hésitez pas par le chat ou par le micro. Oui, super. Bon, on va pouvoir passer assez rapidement si vous avez déjà cette notion de conducteur pédagogique. Donc, voilà. Alors, pour que la pédagogie soit active, pour rendre la classe virtuelle la plus efficace possible, c'est important en fait d'engager dès les premières minutes, donc comme je disais tout de suite, de briser la glace et de mettre vraiment l'emphase, parce que dans une classe virtuelle, donc là aussi c'est les sciences cognitives qui l'ont montré, les deux points très importants, les deux phases très importantes, c'est l'entrée dans la classe virtuelle et la fin de la formation. C'est là où le temps d'attention va être le plus élevé, le taux d'attention va être le plus élevé pour les apprenants. Donc surtout, soignez bien cette première séquence. C'est pas mal, par exemple, de faire un petit questionnaire style question pour un champion, où on revoit des notions pédagogiques qui ont été vues à la classe virtuelle précédente. Donc, d'engager vraiment dès les premières minutes. Et pensez, si c'est la toute première classe virtuelle avec vos apprenants, aussi de les former. Alors, il ne faut pas les former sur toutes les fonctionnalités, hein, mais déjà commencer très bien par les former sur les émoticônes, par exemple, donc le fait de pouvoir réagir, le chat aussi, ça c'est important, comme ça, tous les outils interactifs sont en place et les gens peuvent intervenir par le visuel, par l'écrit et puis par le micro. D'accord ? Ensuite, la formation fonctionnelle dans un deuxième temps, ça va être par exemple, ça va être par exemple la présentation de tableau blanc. Donc la présentation de tableau blanc, ça c'est hyper important dans une classe virtuelle, ça va créer une plage de respiration. On a tous besoin de notre petite part de créativité hein, quand on se forme, et il faut toujours que vous ayez cette notion que la classe virtuelle, il faut que les gens prennent du plaisir. Si c'est vraiment la contrainte, s'il n'y a pas de désir, ce ne sera pas efficace en termes de formation. Le pire ennemi de la formation, vous le savez sans doute en tant qu'expert formateur, c'est l'ennui. Donc, si les gens s'ennuient, c'est loupé. Donc, c'est important de faire un peu de ludique, de faire travailler et collaborer. C'est encore mieux en fait le tableau blanc en classe virtuelle qu'en présentiel, puisque tout le monde peut intervenir en même temps sur le même tableau blanc. Donc c'est hyper participatif. Et là aussi, vous allez pouvoir fédérer tout un groupe sur des notions. Donc ils peuvent à la fois répondre à des textes à trous, ils peuvent mettre des flèches pour relier des mots, ils peuvent créer, ils peuvent dessiner, ils peuvent faire énormément de choses. Donc on a plein d'outils pédagogiques sur le tableau blanc. Il faut savoir aussi que sur tous les documents qu'on présente dans la classe virtuelle, donc que ce soit des documents PDF, des PPT, des images, on peut utiliser tous les outils d'annotation aussi, donc les gens peuvent participer et là aussi entourer des choses, rajouter du texte. Donc ça, c'est hyper efficace aussi quand on est dans la classe virtuelle. Alors, l'autre notion importante dans la classe virtuelle, c'est qu'il ne faut jamais perdre de vue que vos apprenants, ils savent plein de choses. Ils sont détenteurs de savoir, ils ont une expérience professionnelle, ils ont fait des études, ils ont vécu. Et donc, rien de mieux que de faire partir de cette expérience professionnelle, de ce vécu, et de créer des ateliers pour justement qu'ils soient eux aussi animateurs. Donc, ils vont tous pouvoir animer. Donc, c'est ce qu'on appelle la création d'ateliers dans la classe virtuelle. Et vous allez pouvoir répartir les apprenants en sous-groupes, en petits sous-groupes. Et là, ça va être hyper participatif parce que vous allez leur donner des thématiques. Donc, par exemple, atelier 1, vous allez étudier telle chose. Atelier 2, vous allez étudier telle autre chose. Et en parallèle, ils vont travailler en binôme, en trinôme, à 4, à 5 dans leurs ateliers. Donc là, tu peux passer à la slide suivante. C'est pas évident en fait, parce qu'à chaque fois, on est avec le… Voilà. Et donc là, ce qu'on a voulu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que même sur cette notion d'atelier, ça peut paraître compliqué. Par exemple, en présentiel, c'est compliqué de répartir les gens dans des coins différents de la pièce et tout ça. Là, ça se fait hyper simplement avec VIA. On a une interface hyper intuitive pour répartir de manière manuelle ou automatique les gens, pour passer d'un atelier à l'autre quand on est formateur. Comme ça, on voit si tout se passe bien. Évidemment, vos ateliers, vous pouvez les préparer en amont avec des tableaux blancs spécifiques, des documents spécifiques. Comme ça, vous allez pouvoir les faire travailler sur des thématiques spécifiques. Et le truc qui est absolument génial, c'est que une fois que les gens, donc là aussi, hein, c'est des séquences pédagogiques qui ne doivent pas durer trop longtemps, par exemple 5 minutes, 10 minutes d'atelier.
et vous allez pouvoir faire un travail de restitution. Donc, une fois que l'atelier est fini et qu'on revient dans la salle principale, du coup, les gens vont pouvoir montrer tout ce qu'ils ont fait en atelier. Donc ça, c'est hyper efficace parce que du coup, vous les avez impliqués et les gens ensuite vont pouvoir expliquer ce qu'ils ont pensé de ça. Vous pouvez par exemple créer des débats au sein d'une classe virtuelle, ça fonctionne très bien sur une thématique, les pour, les contre, et les gens, du coup, c'est de l'émotion, hein, c'est des motifs qui va ressurgir, et du coup, les gens vont être hyper en participation. Je vois qu'il est 10h57, c'est une catastrophe, on est très très en retard. Oui, mais on a démarré en retard. On a démarré en retard. Donc les ateliers, vous avez bien compris, je pense, le concept des ateliers. Je voulais juste finir par un autre outil pédagogique qu'on aime bien dans notre classe virtuelle et qui se met en place très simplement, c'est les questionnaires formatifs. Donc là aussi, du coup, vous allez pouvoir mettre en action l'apprenant. Donc, quand vous avez, par exemple, une notion pédagogique nouvelle, un peu théorique, aussitôt après, pensez à les mettre en action en proposant un petit sondage. Donc, ça peut être des questions vrai-faux, des QCM, ça peut être des questions ouvertes aussi. Les gens peuvent répondre en questions ouvertes. Et ce qui est bien, alors si on parle là, si on fait un focus sur le questionnaire formatif, c'est que les gens peuvent à chaque fois réitérer, se tromper, s'améliorer. Et on sait que le savoir s'ancre par la répétition. Donc là, ça va être très très bien parce qu'il n'y a pas de jugement. On a aussi le questionnaire sommatif à la fin d'une formation. Mais là, le formatif, c'est vraiment pour que les gens s'entraînent et que ça permet d'ancrer le savoir par un apprentissage, par la répétition. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Et on voit visualisation des résultats en temps réel pour le formateur. Donc ça, c'est hyper important. Et vous pouvez faire aussi des feedbacks à la fois sur la question posée et sur la réponse. Comme ça, les gens peuvent s'entraîner et aussitôt, ils ont un feedback en temps réel sur les réponses. Donc ça, c'est hyper efficace et vous avez comme ça une restitution manuelle graphique qui est très, très visuelle et qui est très pratique pour le formateur. Voilà, donc pour résumer, on a pensé vraiment les outils, encore une fois, avec des pédagogues, pour faire quelque chose d'à la fois simple, efficace et super intuitif à mettre en œuvre. Donc, une fois qu'on a bien en main la classe virtuelle, on peut se permettre justement de dire, bah, tiens, là, je vais relancer et recréer un sondage en direct, ou bien je vais relancer des ateliers, parce que je vois que c'est opportun par rapport à mon état d'avancement dans la classe virtuelle. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'animation classe virtuelle. Et du coup, on va passer à la dernière séquence, donc la séquence un peu de questions-réponses. Alors, on peut l'orienter un petit peu. Nous, on était parti un peu pour aussi vous solliciter et avoir votre avis. Donc, c'est un moment d'échange. Donc là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole par le micro ou par le chat. Et Aurélie pourra nous remonter les questions si jamais vous en avez. Mais c'est aussi de vous demander aussi pour vous quelle serait la solution de classe virtuelle idéale. Si vous avez des idées, parce qu'on a vu, et j'espère qu'on vous a fait découvrir et appris pas mal de choses aujourd'hui durant cette masterclass. Mais voilà, si vous avez des idées, quelles seraient pour vous les fonctionnalités qui vous manquent aujourd'hui dans les outils peut-être que vous utilisez, quelles fonctionnalités vous aimeriez avoir, qu'est-ce que vous aimeriez faire dans une classe virtuelle aujourd'hui que vous ne pouvez pas faire, si vous avez des attentes même sur l'intégration de l'IA dans les classes virtuelles ou simplement de partager vos bonnes pratiques, n'hésitez pas à intervenir maintenant, à prendre la parole ou à avoir toutes les questions que vous souhaitez. On est là pour y répondre. Et puis on clôturera après cette masterclass par une petite surprise pour finir. Voilà, donc n'hésitez pas à intervenir, à prendre la parole ou à poser vos questions ou à nous dire quelle serait votre classe virtuelle idéale. Comme on n'est pas nombreux, vous pouvez même tous activer vos micros. Hein. Si vous voulez intervenir par la voix, ce sera peut-être même plus interactif. Donc, si vous avez des questions, des points sur lesquels vous aimeriez qu'on revienne, n'hésitez surtout pas. Ça a toujours été notre démarche d'ailleurs de faire évoluer nos solutions par rapport justement aux besoins de nos clients. Comme je disais tout à l'heure, on a orienté petit à petit la solution synchrone vers un LMS complet parce que les gens nous demandaient en disant bah tiens, là vous n'êtes pas très loin de proposer des parcours multimodaux complets, etc. Et c'est comme ça que petit à petit, en s'adaptant aux besoins de nos clients, on arrive à faire évoluer nos solutions. Donc surtout n'hésitez pas. Ou même après, vous pouvez revenir vers Emeline si vous avez des questions. Je crois qu'il y a Viviane qui voulait parler. Oui. Okay. Je me semble avoir vu. Oui, je vais même mettre ma caméra si vous voulez. Ah bah oui, bien sûr. Magnifique. C'est plus sympa. Voilà. Plus sympa.
Moi, j'ai jamais eu l'occasion, en fait, d'animer une classe virtuelle. Et c'est vrai que, mais bon, voilà, par contre, effectivement, en tant que formatrice en présentiel, la dynamique, c'est super aujourd'hui. Je vois bien qu'on peut reproduire quasiment, enfin, il me semble, tout ce que moi je fais en présentiel, voilà, visiblement, on a les outils maintenant pour le faire, y compris à distance. Et par contre, c'est vrai que ça m'effraie un peu la prise en main quand même de l'outil. Et je me demande, vous proposez une formation pour la prise en main et ça dure quoi, une demi-journée, une journée, et comment ça se passe en fait, voilà, pour s'exercer à la prise en main de l'outil. Oui, bien sûr. Donc, et effectivement, comme vous le dites, Viviane, on accompagne, et comme l'a expliqué Gwen tout à l'heure, vraiment dans le, on va dire, les règles chez nous très importantes chez Classilo, c'est d'accompagner nos clients pour qu'ils mettent en place comme il faut les différents outils qu'on leur propose. Donc, dans la classe virtuelle, on a plusieurs types d'accompagnement. On a vraiment l'accompagnement purement, on va dire, fonctionnel, technique, d'utilisation. Et là, justement, on est sur des périodes plutôt assez courtes parce qu'en fait, l'outil est quand même très simple de prise en main. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, pour, on va dire, un formateur qui souhaite utiliser notre solution d'un point de vue purement fonctionnel, on va plutôt être sur l'ordre d'un accompagnement de 2 heures. Vraiment, où on va vraiment lui donner les informations fonctionnelles d'utilisation de la classe virtuelle. Pour un administrateur de la plateforme qui, lui, va plutôt gérer autant les utilisateurs, les inscriptions, les invitations, préparer la classe, et puis donner la main au formateur pour que lui-même puisse intégrer ses ressources, etc. Là, on va être plus sur une formation qui va être de 2 heures plus 2 heures. Donc, une première partie qui va être plutôt sur la partie, on va dire, plutôt back-office, de configuration, de compréhension de la plateforme d'un point de vue administratif. Et puis les 2 heures, justement, qui va être ce que va suivre également le formateur sur la partie beaucoup plus fonctionnelle front office de la classe virtuelle et comment je peux utiliser toutes les différentes modalités pédagogiques. Et au-delà de ça, on a aussi des accompagnements pour le coup pédagogique. D'ailleurs, peut-être Aurélie, si tu veux en parler, tu peux prendre la parole parce qu'Aurélie en fait beaucoup et c'est vraiment la spécialiste de ça chez Classilo. C'est l'accompagnement pédagogique, c'est-à-dire justement comment on peut faire pour que vos formations soient les plus interactives possibles, les plus motivantes, les plus engageantes, et comment utiliser les différentes modalités pour préparer, scénariser sa formation en classe virtuelle et la mettre en application. Donc là, on a des parcours qui sont faits spécifiquement. Donc là, ça s'adapte aussi un peu aux besoins de chacun de nos clients. Mais on va, avec vous, regarder ce dont vous avez besoin, quels sont les objectifs que vous voulez atteindre, ce que vous faites déjà aujourd'hui et ce que vous voulez atteindre, pour qu'on vous aide à atteindre ces objectifs-là et avoir des formations encore plus interactives en classe virtuelle. Je ne sais pas si Aurélie, tu veux compléter mes propos ou porter des notions supplémentaires là-dessus. Oui, merci Julien. Bonjour Viviane. Donc du coup, nous, on a un parcours vraiment de formation plutôt dans la durée, où on va en fait vous accompagner soit en inter, soit en intra-entreprise avec un parcours blended. C'est-à-dire qu'on va vous apporter des notions justement à étudier en autonomie, un parcours d'auto-formation avec des apports et des notions plutôt orientées pédagogie qui vont plus loin que ce que vous ont présenté Julien et Gwen aujourd'hui. Et on fait des rendez-vous en classe virtuelle, donc un peu sous le système de classe inversée, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure, Viviane. L'idée, voilà, c'est de se retrouver et de pratiquer, et on vous fait mettre en fait en condition, comme vous allez demain faire en formation avec vos propres apprenants. On vous donne soit en fait une thématique et vous allez avec un groupe pouvoir justement pratiquer ensemble, à vous exercer avec les fonctionnalités et une vraie mise en situation. Et puis du coup derrière vous aurez un débrief de par notre expertise de comment vous améliorer par rapport à ce que vous auriez présenté. Ou alors vous avez votre propre sujet que vous voulez un petit peu challenger et puis avoir un feedback aussi, un retour avec un œil extérieur de notre point de vue. Et dans ce cas-là, au lieu que ce soit une thématique qui vous est imposée, c'est votre propre sujet qu'on peut justement un petit peu challenger et que vous pouvez justement proposer et faire une petite animation. Et juste pour finir, point important, donc on a la Classilo Academy, donc vous pouvez revenir à tout moment sur des parcours asynchrones quand vous avez accès à comme vous avez accès à cette Classilo Academy, et aussi le support technique est intégré chez Classilo. Donc on a un support, ça c'est hyper important parce qu'il y a plein de solutions où
vous êtes laissé à l'abandon. Là, à tout moment, vous pouvez contacter quelqu'un parce que on est quand même sur du temps réel. Hein. Donc ça rigole pas. Si vous avez un souci, si vous savez plus comment faire, etc. À tout moment, vous pouvez contacter quelqu'un. Enfin, pas à tout moment, mais pendant les heures d'ouverture, vous pouvez contacter quelqu'un qui va vous aider fonctionnellement pour vous y retrouver, quoi. Ça répond à votre question, Viviane? Oui, très bien. Je reviendrai vers vous. Il me vient une idée justement concernant les fonctionnalités. Ouais. Moi, j'avais l'habitude d'animer des séances un peu, enfin la méthode Métaplan. Je ne sais pas si ça vous parle le terme. Donc en fait, effectivement, avec les participants, on leur pose une question, chacun effectivement sur un petit papier. La consigne, c'est de mettre une idée courte, 3-4 mots, voilà. Et puis, effectivement, on fait après un travail d'organisation de toutes les idées qui sont sorties, voilà. Un peu comme un jeu de post-it, c'est ça, un jeu de post-it? Oui, voilà, jeu de post-it, voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et donc, est-ce qu'effectivement, là, le tableau blanc permet aussi de travailler ça, voilà. Tout à fait. Oui, c'est le principe du tableau blanc, justement. C'est vraiment cette idée de création, de brainstorming, etc. Donc là, vous pouvez appliquer très simplement ce concept de métaplan sur le tableau blanc. Ouais, il y a un petit outil de texte, en fait, qui vous permet, chacun peut ouvrir une petite boîte de texte qui peut positionner où il veut sur le tableau blanc. On peut même après la déplacer et mettre en forme son texte pour faire ces sortes de petits post-it qu'on peut après organiser. Tout à fait. D'accord. Et ce que j'ai pas précisé d'ailleurs, c'est que vous pouvez récupérer aussi tout ce que vous faites sur vos tableaux blancs. Vous pouvez récupérer justement ce qui a été fait pour pas le perdre, quoi. Exactement. Et le point très important aussi qu'on n'a pas évoqué, me semble-t-il, c'est que pour un formateur, justement comme c'est très important pour nous d'avoir toujours cette modalité classe virtuelle au sein aussi du LMS Lara. Et en fait, un formateur va retrouver tout son matériel pédagogique, absolument tous ses exercices, etc., que ce soit dans la classe virtuelle ou en dehors de la classe virtuelle. D'accord ? Donc, il a vraiment, c'est complètement intégré, en fait, notre outil est complètement intégré au LMS et c'est ça, justement, la portée et l'efficacité des parcours de formation avec Classilio. Merci beaucoup, Viviane. Est-ce que d'autres personnes aimeraient intervenir ou dire leur classe virtuelle idéale ou avoir des idées ou simplement des bonnes pratiques? N'hésitez pas. Jean-Paul ou Amani ou Sarah, si vous le souhaitez. Si jamais il y a... Ça vous a paru clair, ce qu'on a exposé? Est-ce que ça correspondait à l'idée que vous faisiez de cette masterclass? N'hésitez pas à intervenir sur toute idée, sur le fond, la forme, etc. Et pendant que, si jamais les gens veulent intervenir, il y avait effectivement un petit point. Alors, je ne sais pas si pour ceux qui sont présentés aujourd'hui à la masterclass, vous avez suivi nos posts sur LinkedIn. En fait, on avait indiqué aux gens qui participeraient à cette masterclass qu'il y aurait une surprise. Donc, je vous confirme qu'il y aura bien une belle surprise, puisqu'en fait, on va donc fournir à tous les participants de cette masterclass. Donc, on va revenir dans un second temps. C'est peut-être Emeline ou Azilis d'ailleurs qui reviendra vers vous par mail. Et on va vous offrir effectivement un beau cadeau, puisqu'on va vous faire parvenir un guide des bonnes pratiques en classe virtuelle qu'on a établi, qu'on a élaboré pour l'occasion. Donc, vous verrez, c'est un document qui fait à peu près 3 pages, sur lequel vous avez un listing des étapes qu'on vous recommande à faire en amont d'une classe virtuelle. Vous aurez un exemple de conducteur avec d'ailleurs rempli pour que vous puissiez voir ce que vous pouvez mettre dans un conducteur de classe virtuelle et les étapes en aval que vous devez réaliser en classe virtuelle. Donc, on vous l'enverrait, vous le recevrez par mail et ça nous permettra aussi de vous remercier d'être venu aujourd'hui pour cette masterclass. Voilà. Donc, je ne sais pas si du coup il y a d'autres questions. Mais en tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre participation, pour votre présence. On espère surtout que ça vous a plu, que ça vous a surtout apporté des choses et que ça vous a permis d'apprendre des choses ou de découvrir des choses en classe virtuelle. Donc, n'hésitez pas à intervenir avant qu'on se quitte et qu'on se dise au revoir. Et puis de toute manière, on va rester en contact et on vous enverra aussi le replay après. Et je vais vous envoyer le petit cadeau de Classilio par mail dans la journée. Merci beaucoup.
Allez, on vous en prie. Merci. Il est 11h11 et c'est parfait comme air chaud pour achever une classe virtuelle à 11h11, je trouve. C'est magnifique. Merci en tout cas à tous pour votre participation. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question. Pour ceux qui sont déjà ou qui deviennent clients, à très vite. Pour ceux qui veulent le devenir, on espère à bientôt. Et puis en tout cas, on reste à votre disposition si vous avez la moindre question, comme Emeline et Azilis d'ailleurs, côté bien sûr e-learning touch. N'hésitez pas à vous inscrire à la prochaine masterclass Lara, puisqu'il y a une vraie continuité. Voilà. Merci bien. Au revoir. Très bonne journée à tous. Merci très à bonne vous. journée. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir.